Les tachycardies supraventriculaires sont un ensemble de tachycardies, c'est-à-dire de fréquences cardiaques supérieures à 100 par minute, en rapport avec la naissance d'une arythmie au-dessus de la bifurcation du faisceau de His. Et ces arythmies ont besoin soit de l'oreillette, soit du nœud auriculo-ventriculaire, soit des deux, pour leur initiation ou leur persistance. Il n'y a que l'électrocardiogramme qui soit capable de nous donner les outils, les clés du diagnostic. Tout d'abord, parmi les TSV, il y a les tachycardies atriales. La plus fréquente est la tachycardie sinusale, c'est-à-dire que l'origine du rythme naît dans le nœud sinusal et que la fréquence cardiaque est supérieure à 100 par minute. Ensuite, nous avons le groupe des fibrillations auriculaires, c'est-à-dire l'ensemble des anomalies rythmiques de l'oreillette avec un rythme anarchique en rapport avec soit des micro-réentrées, comme vous pouvez le voir sur le dessin, dans l'oreillette droite ou dans l'oreillette gauche, soit des automatismes anormaux, et cet ensemble complexe donne un rythme auriculaire très complexe. Le flotteur auriculaire est beaucoup plus pur, il s'agit d'une macro-réentrée dans l'oreillette droite en général, comme on le voit sur ce dessin, dans le sens anti-horaire, car il utilise des repères anatomiques qui existent et qui peuvent, à l'occasion d'une extrasystole, donner un trouble du rythme circulaire. D'autre part, vous avez les tachycardies atriales focales, plus rares, qui sont un endroit de l'oreillette droite ou de l'oreillette gauche qui est malade, et l'automatisme anormal ou une micro-réentrée peut être à l'origine de tachycardie soutenue chez l'adulte comme chez le sujet sain, comme chez le sujet jeune. Enfin, nous avons, après les tachycardies atriales, l'ensemble des tachycardies jonctionnelles, encore appelées tachycardies réciproques. Elles sont au nombre de deux essentiellement. Tout d'abord, comme sur le dessin, vous voyez qu'il peut y avoir une micro-réentrée au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, qui est schématisé à la croisée des sillons ici. Et puis vous avez le sous-groupe des tachycardies réciproques qui utilisent un faisceau accessoire pour une macro-réentrée, c'est-à-dire comme toujours un repère anatomique qui est identifiable. Il s'agit d'un pont musculaire, un résidu embryonnaire qui est perméable et qui traverse soit le septum, soit l'oreillette gauche, soit l'oreillette droite, au niveau des valves mitrales ou tricuspides. Donc 3 tachycardies atriales et 2 tachycardies réciproques essentiellement à retenir. Alors la première est la tachycardie sinusale. On en a déjà parlé, c'est assez physiologique en général. Ça peut donner des fréquences cardiaques chez l'adulte qui vont jusqu'à 150 par minute. Et vous voyez que l'onde P est reconnaissable en général. On la reconnaît à son angle, ici 70 degrés. On la reconnaît à sa forme. L'onde P est dominante en D2, elle est positive, arrondie. Elle n'est pas trop ample, ni trop biphasique, ni crochetée. Et elle conduit chaque ventricule. D'ailleurs, la tachycardie sinusale, comme on le voit à droite sur ce dessin, en général se ralentit spontanément ou sous l'effet d'un traitement, et on peut constater que les ondes P sont similaires en rythme sinusal ou per-tachycardie. Parfois c'est plus compliqué, vous voyez, ce patient est à 150 par minute, on ne sait pas trop où sont les ondes P, il faut les chercher dans la dérivation D2. En D2, vous pouvez voir qu'il existe une pointe qui est tournée vers le haut, qui a un axe donc proche de 60 degrés. On peut le voir aussi sur la dérivation C1 ici, qui représente chest 1 ou V1 en français. On voit qu'il y a une petite déflexion à la fin de l'onde T qui correspond à l'onde sinusale. Le traitement est celui de la cause. Il n'y a pas de traitement, ce n'est pas proprement parler une arythmie, c'est une hyperexcitation du nœud sinusal. La fibrillation auriculaire représente 85% des TSV, on l'a dit, ce sont à la fois des micro-réentrées, à la fois des activités auto-déclenchées, qui sont soit nées dans l'oreille droite-gauche ou dans les veines pulmonaires, comme c'est le cas chez le sujet jeune, et qui sont à l'arythmie des fibrillations auriculaires idiopathiques, souvent paroxystiques du sujet jeune. On reconnaît ici sur cette bande en V1 l'activité anarchique, atriale, variable en amplitude, en forme et en fréquence, en général très rapide, entre 350 et 600 par minute. Ceci n'est pas toujours évident sur un électrocardiogramme 12 dérivations. Ici, on peut le voir en D2 parce qu'il y a de l'espace entre les deux QRS et on peut voir ces ondulations plus ou moins régulières mais qui sont anarchiques et qui donnent une fréquence cardiaque, c'est très important, totalement irrégulière. On parle d'arythmie complète par fibrillation auriculaire, il n'y a pas de rapport entre les QRS. On peut voir que la fréquence est très rapide en V1,
supérieur à 400 par minute. Ici, c'est facile à voir. Il y a ici une tachycardie et des QRS fins, mais ça ne sera pas toujours le cas. Alors voici un exemple de microvoltage des ondes F. Vous voyez qu'on a de la peine à les voir et que c'est l'arythmie complète qui va nous aider à classer cette arythmie supraventriculaire en fibrillation auriculaire. On verra par ailleurs que les QRS sont fins ici et qu'il peut y avoir une imprégnation en médicaments. Ici, vous verrez la digoxine et la cordarone. Ici, c'est une forme de F1 un peu plus complexe. Vous voyez qu'on a l'impression qu'il y a des ondes P en D1, tout en haut à gauche, mais ce n'est pas le cas en fait. Ces ondes P sont des accidents atriaux, des déflexions un petit peu anarchiques. En V1, on ne les verra pas du tout comme ça. Ce ne sont pas des ondes P sinusales, elles ne conduisent pas les QRS, et c'est très important, une fois de plus, de repérer qu'il y a une arythmie complète. Ici, les QRS sont fins, il y a une tachycardie, mais on a vu que ça pouvait manquer. Donc c'est la forme de FA avec trompeuse, avec pseudo-onde P sinusale. Encore un exemple, trompeur cette fois-ci, c'est pas un microvoltage, c'est un macrovoltage, souvent des ondes F. Dans la fibrillation auriculaire plutôt récente, on a des grandes ondes F comme ça, qui ressemblent, on le verra tout à l'heure, à un flotteur, mais en fait c'est pas organisé, c'est très désorganisé, c'est même ici plutôt positif en polarité vers le haut, en D2. C'est très différent d'un toit d'usine, et une fois de plus, les QRS n'ont absolument aucun rapport entre eux, il n'y a pas de règles mathématiques qui permettent de les expliquer. Alors, la fibrillation peut être aussi pseudo-régulière. Si on regarde un peu vite ici, on a l'impression que les QRS sont fins. Donc il faut bien mesurer avec son petit papier, son petit crayon. On n'écrit jamais sur un ECG, mais si on prend un papier et un crayon, on voit bien que les QRS sont irréguliers ici, qu'il y a une arythmie complète, mais absolument aucune activité atriale pour nous aider à en faire le diagnostic. A l'inverse, la fibrillation auriculaire peut être extrêmement rapide au niveau de la réponse, de la cadence ventriculaire. Vous voyez qu'ici, la fréquence cardiaque est à 18 fois 12, c'est-à-dire 216 par minute. Il faut compter le nombre d'intervalles en 5 secondes et multiplier par 12. Et vous voyez que c'est une tachyarrhythmie, donc c'est une FA. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune relation entre les QRS. On ne voit absolument pas d'activité atriale, mais l'anarchie des QRS permet de conclure. Parfois les QRS sont larges, parfois ils sont même larges par intermittence. Ici, vous voyez, il y a 3 QRS qui sont larges, élargis, à type de bloc de branche droit, fréquence dépendant. Vous voyez qu'à l'occasion d'une accélération de la réponse ventriculaire, eh bien, s'inscrit un bloc de branche qui est trompeur, parfois est pris pour des extrasystoles ventriculaires. On appelle ça une aberration fréquence dépendante, et ça peut être très trompeur. Sur cet électrocardiogramme, là encore, on voit une FA très rapide, avec des QRS qui changent de forme en V1. Vous voyez que les blocs de branche sont incomplets ou plus ou moins larges, ils changent de forme en fonction de la fréquence, parce que la conduction au niveau de la branche gauche est altérée dépendant de la fréquence de sollicitation de cette branche gauche. On appelle ça un BBG fréquence dépendant ou une aberration fréquence dépendant. C'est très trompeur, il faut en connaître l'existence. Il ne faut pas confondre avec cet aspect de fibrillation auriculaire. Vous voyez que les QRS sont tantôt larges, tantôt fins, mais en fait ces QRS n'ont pas l'aspect d'un bloc de branche. Regardez en V1, on a une descente très large. On a aussi un aspect en accordéon, en V2, V3, vous voyez que des fois les QRS sont très, très élargis, dépendant de la fréquence là encore, mais ce n'est pas un bloc de branche gauche. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que pour des QRS très rapides, des fois les QRS soient fins. Donc on appelle ça une fibrillation auriculaire conduite par un faisceau accessoire, fibrillation auriculaire avec préexcitation, où c'est encore un des aspects du Wolff-Parkinson-White bien à connaître, parce que c'est très trompeur, ça fait peur, et le traitement finalement est celui d'une FA rapide. Alors en voici un deuxième exemple. Ici, vous avez des QRS très larges, très rapides, on peut perdre connaissance à cette fréquence-là. Le faisceau accessoire conduit de façon antérograde vers le ventricule très rapidement les influx. La fibrillation naît de l'oreillette et arrive très vite au ventricule par le ventricule et non pas la voie nodoïcienne. Donc les QRS sont très élargis, très bizarres, on prend ça pour une TV, mais toute tachyarrhythmie complète est une fibrillation auriculaire. Alors, une forme de FA avec réponse ventriculaire très lente cette fois-ci. Regardez bien sur le D2 long, les QRS sont larges, mais très réguliers pour le coup, vous pouvez les noter avec un petit papier. Et donc, s'ils sont réguliers, c'est qu'il y a une dissociation entre les oreillettes et le ventricule.
Mais comme il existe une tachyarrhythmie complète, cela peut paraître un peu bizarre, mais c'est un bloc de haut degré qui est en rapport avec cet échappement bas situé au niveau du ventricule. Hein. On appelle ça un BAV complet, un BAV de haut degré avec échappement ventriculaire. On recherche si dans la représentation il y a des signes d'hyperkaliémie, un infarctus ou quelque chose, et puis sinon, s'il n'y a pas de médicament qui bloque la conduction auriculo-ventriculaire, eh bien ce patient aura besoin d'un pacemaker. C'est souvent relativement bien toléré sous forme d'insuffisance cardiaque congestive. Donc le traitement, je ne l'aborderai pas ici, mais je vous laisserai le lire. Hein. Ce sont les recommandations de l'ESC en 2012. Vous pourrez vous en imprégner. Et puis également le problème de l'anticoagulation de l'AFA découverte aux urgences, un document qui résume la conduite à tenir. Il faudra vous en imprégner également tranquillement. Le flotteur est une TSV également assez fréquente, 10% des TSV, avec un mécanisme au départ, une extrasystole, qui est entretenue par une macro-réentrée dans l'oreillette. Hein. On l'a vu en général l'oreillette droite, dans le sens anti-horaire, donc dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre, et cela donne des battements d'ailes très rapides, très réguliers, des auriculogrammes qui ne retournent pas la ligne isoélectrique, il n'y a jamais de repos pour elles, et leur fréquence est comprise entre 250 et 350 par minute. En voici un exemple. Vous voyez que la polarité est négative en D2, qui a une sorte de toit d'usine. Ici, la conduction n'est pas strictement régulière, mais ce n'est pas forcément un critère diagnostique. Ce qui est important, c'est de voir l'activité atriale en forme de flotteur, donc de battement d'aile qui tourne vers le bas. C'est le flotteur commun. En voici un exemple sur un 12 dérivation. Vous voyez qu'en D2, D3, VF, c'est là qu'on voit très bien le flotteur, c'est là qu'il faut le rechercher. Il existe des auriculogrammes à 300 par minute, à polarité inférieure, sans retour à la ligne isoélectrique, avec une pente qui descend plus vite que la pente qui remonte. On le retrouve en V1, vous voyez l'activité atriale, à conduction 2/1, très rapide, et chez ce patient, il y a un peu d'HVG, comme on le voit, sur la taille des QRS dans les précordiales. Un flotteur un peu plus difficile à voir, vous voyez que c'est un peu trompeur, les QRS sont réguliers et on a l'impression de voir des auriculogrammes en toit d'usine à polarité inférieure, et c'est le cas. Hein. Donc un flotteur un peu plus difficile à voir, il faut exercer votre œil à recréer le mouvement du flotteur. Encore un peu plus difficile à voir, le flotteur auriculaire ici est vraiment masqué par la réponse ventriculaire, les QRS un petit peu élargis, et pourtant votre œil est capable de recréer le flotteur. Hein. Donc, des fois, c'est pas toujours évident, et vous verrez qu'on pourra confondre ça avec une tachycardie atriale ou une tachycardie jonctionnelle, si on n'a pas l'habitude, et que pour cela, quand on ne sait pas, on dit que c'est une TSV, et on applique le protocole de thérapeutique des TSV. Alors justement, il inclut la possibilité d'utiliser l'adénosine, le protocole d'identification des TSV. Vous voyez qu'ici, l'adénosine a très très bien démasqué chez un patient qui était en fin de tracé ici, incapable d'être diagnostiqué. Et bien l'adénosine démasque bien le flotteur à polarité inférieure en D2, D3, VF, un flotteur anti-horaire, un flotteur commun. Des fois, le flotteur n'est pas commun, il est atypique. Vous voyez que ici, on ne le voit pas en D2, D3, VF, et c'est en V1 qu'on va voir la fréquence extrêmement rapide des auriculogrammes à 300 par minute, qui ne peut correspondre qu'à un flotteur atypique. Le traitement, c'est sensiblement le même que celui de la fibrillation auriculaire, pourtant les critères de cardioversion, de maintien en rythme sinusal, la charge électrique qui est nécessaire pour la cardioversion ne sont pas les mêmes. Bref, il y a des petites subtilités qu'il faut connaître. Enfin, les tachycardies atriales focales sont 5% des TSV anormales, non sinusales. Elles sont liées à 3 mécanismes différents, qui vont évidemment pas être les mêmes chez le sujet jeune, chez le sujet âgé, et s'il y a une cardiopathie ou pas. Vous voyez, vous avez un exemple en bas de tachycardie atriale non sinusale avec retour à la ligne isoélectrique visible entre 2 auriculogrammes. Puis la tachycardie s'arrête. Il s'agit d'une tachycardie automatique qui tout d'un coup s'arrête et tout d'un coup démarre. Elles sont souvent incessantes. Et sur le tracé du bas, c'est la même chose, mais avec une conduction auriculo-ventriculaire un petit peu variable, un peu dégradée, peut-être sous l'effet des médicaments. C'est pour ça que c'est l'identification du retour à une isoélectrique entre 2 ondes P qui va être important pour le diagnostic. Donc voici un exemple de tachycardie. J'ai choisi un homme de 22 ans. Vous voyez que la tachycardie démarre plein pot à 220, mais elle continue à s'accélérer sur ce tracé de 10 secondes avec ce qu'on appelle un warm-up, qui est très en faveur d'une tachycardie
atriale focale automatique, hein, des bouffées comme ça d'hyperautomatisme du sujet jeune et qui sont assez rebelles à tous les traitements en général qui relèvent de l'ablation. D'ailleurs, ce patient, voilà la suite, hein, on voit que tout d'un coup il y a un cool down, c'est-à-dire un ralentissement de la cadence atriale, ce qui permet de changer l'aspect des QRS au passage, hein, l'aberration disparaît, et on voit qu'il y a deux petites ondes P qui ne sont pas conduites, une troisième, il y a un échappement jonctionnel, et enfin, retour en rythme sinusal jusqu'à la fin du tracé, sur la droite tout en bas, vous avez à nouveau une extrasystole auriculaire qui ressemble au tracé per-tachycardie et qui va être responsable de la reprise de la tachycardie atriale focale. Des fois, le diagnostic est difficile et il faut encore recourir à l'adénosine. Vous voyez que l'adénosine démasque bien la tachycardie auriculaire à 210 par minute. Typiquement, c'est 210, 240, hein, une conduction 2/1, ce qui fait une conduction à 120 par minute pour les QRS. C'est pas toujours bien toléré, comme on peut le voir quand c'est à 190 par minute en bas, et c'est impossible d'en faire le diagnostic sans le recours aux manœuvres vagales, à l'adénosine, ou à l'inhibiteur calcique ou au bêta-bloquant si on a la possibilité de le faire. Voici une TAF hein, qui est à conduction 3/2. Donc on prend son petit stylo, on voit que la TAF est très régulière à 210 par minute. La cadence ventriculaire en bas est en revanche de type 3/2, ce qui explique que la fréquence cardiaque soit à 145 par minute. Mais le fait qu'il y ait une tachycardie à 210 par minute élimine une tachycardie sinusale. D'autre part, vous voyez que les ondes P ne sont pas sinusales. Et enfin, que la conduction laisse de la place à un retour à la ligne isoélectrique. Il s'agit d'une TAF hein, sur une maladie mitrale, comme on peut le voir quand on a l'habitude en V1 devant cet aspect particulier des QRS. Enfin, vous avez une TAF ici du sujet âgé, c'est encore autre chose. Vous voyez, il faut être très prudent quand vous voyez une fréquence cardiaque supérieure à 120, faire un électrocardiogramme et bien étudier si les ondes P sont sinusales. Ici, ce n'est pas le cas. Regardez cet aspect curieux de l'onde P en D1, D2, D3, VF, hein, un petit peu trop fine, un peu diphasique, mal placée. Bref, il faut suspecter une TAF et proposer un massage sino-carotidien. Chez ce sujet de 82 ans, on a parfaitement ralenti l'activité sinusale ou la conduction au sein de l'oreillette et on a cassé la tachycardie. Le passage en retour en rythme sinusal s'appelle une cardioversion et ça nous permet de signer une TAF par réentrée intrasinusale, qui est une TAF un petit peu ennuyeuse chez le sujet âgé, mais bref, qui n'est pas aussi embêtante que chez le sujet jeune par son caractère incessant. Donc une dernière forme de tachycardie atriale, c'est la TAM, la tachycardie atriale multifocale. Vous voyez que les ondes P sont de morphologie différente sur le D2 long. Je vous en ai mis 3-4 aspects différents. Il y a des salves de SA, il y a parfois même des ESV. Bref, on a l'impression qu'il y a une hyperexcitabilité auriculaire menaçante et on appelle ça une TAM. Et c'est souvent en rapport avec une intoxication au bêta-2 ou à la télophiline ou à la digitaline parfois. Et ce sont souvent des insuffisants respiratoires chroniques qui prennent un peu trop de médicaments excitant le cœur. Voilà, ça se traite par des inhibiteurs calciques. Bon, le groupe des tachycardies jonctionnelles est tout d'abord lié à une réentrée, une macro-réentrée sur faisceau accessoire, comme vous pouvez le voir sur le dessin. Enfin, parfois des tachycardies par réentrée intranodale, et on n'insistera pas trop sur les deux dernières, qui sont soit les tachycardies réciproques permanentes de l'enfant, soit les rythmes jonctionnels accélérés, qui dépassent 100 par minute, et qui sont assez physiologiques. On appelle ça des RIJA, c'est l'équivalent des RIVA. Donc ce patient en bas, on le voit, une tachycardie à QRS fin, régulière, avec une onde P rétrograde, et ça va être très très important d'étudier le rapport entre l'onde R et l'onde P pour classer ces malades, mais l'onde P rétrograde en D2 nous permet en général de signer le diagnostic de tachycardie jonctionnelle, d'autant plus que l'onde P est accolée au QRS. Alors, la tachycardie jonctionnelle la plus fréquente est une réentrée sur faisceau accessoire, hein, c'est une forme de Wolff-Parkinson-White. On voit que sur le D2 et sur le V1, il existe une déflexion, soit négative, soit positive en V1, qui est à qui est dans le cas de présent à plus de 70 millisecondes du QRS, parce qu'il faut du temps pour revenir à l'oreillette. Par le faisceau accessoire, il faut activer le ventricule, revenir à l'oreillette, dépolariser les oreillettes. Donc c'est un très bon argument pour un retour sur faisceau accessoire de mettre plus de 70 millisecondes. En voici un exemple ici. Vous voyez qu'il y a une tachycardie régulière sur le D2 long,
avec des ondes P qui sont négatives, hein, juste après les QRS, à plus de 70 millisecondes. Ce n'est pas une onde T elle est juste à côté, il faut en prendre l'habitude. L'onde T est après l'onde P rétrograde ici. Ce patient a ce qu'on appelle une tachycardie orthodromique. Il a un faisceau accessoire qu'il faudra trouver par électrophysiologie, et on lui proposera certainement une ablation. Voilà, donc ça donne des tachycardies récurrentes, plutôt chez le sujet jeune, hein, ça peut apparaître assez jeune, ça peut évoluer chez le sujet âgé, ça peut involuer ou devenir invalidant. En voici justement un exemple d'un sujet de 36 ans, je crois, qui fait des crises de tachycardie. Quand on regarde sa repolarisation en D2, D3, on se demande s'il n'y aurait pas une onde P rétrograde, vous voyez, à plus de 70 millisecondes. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas une conduction ventriculo-auriculaire rétrograde en faveur d'une tachycardie orthodromique, hein? On le voit en V4 également. On a l'impression quand même qu'il y a une activité atriale. Tout ça n'est pas facile d'être certain, donc on se pose des questions, et puis on enregistre. On enregistre des tracés un peu longs, et là on voit sur ce tracé un peu long qu'il existe à la fois un écho auriculaire à plus de 70 millisecondes en début du tracé qui est initiateur de la tachycardie jonctionnelle. Au passage, les QRS se modifient un petit peu. Et puis, à la fin de l'écho auriculaire, on le voit bien, retour en rythme sinusal, puis à nouveau un écho auriculaire. On sent que ce patient va faire des crises très fréquentes à 180 par minute, et on aura de la peine à les contrôler, tellement la réentrée est invalidante. Donc on a vu les tachycardies sur faisceau accessoire, nous allons voir maintenant les tachycardies par réentrée nodale. Elles sont en cause dans 40% des cas, et au milieu vous avez la tachycardie slow fast, la plus fréquente. Qu'est-ce qu'une tachycardie slow fast? C'est une tachycardie qui utilise le nœud auriculo-ventriculaire pour sa réentrée. On dira que le nœud auriculo-ventriculaire a deux vitesses de conduction, pour être schématique, une rapide et une lente, et lorsque une extrasystole utilise le circuit dans le sens lent à l'aller et vite au retour, on verra l'onde P qui revient très vite derrière le QRS. Vous voyez que le RP est inférieur à 70 millisecondes sur ce dessin. Tandis que dans le cas contraire, les tachycardies fast low, qui sont beaucoup plus rares, vont montrer quasiment une onde P. On dirait qu'elle est responsable du QRS qui est juste après, mais en fait non, elle est rétrograde, très à distance de l'onde R, et ça sera une tachycardie fast slow parce que l'onde P est très à distance du QRS. En voici un exemple. Alors la réentrée nodale typique, hein, c'est la slow fast, on l'a vu, c'est-à-dire lente à l'aller, très rapide au retour, donc l'onde P est rétrograde, collée au QRS à moins de 70 millisecondes. On peut la voir soit en V1, soit en D2. En voici un autre exemple, hein, c'est difficile à voir sur ce tachycardie jonctionnelle rapide, on ne voit pas très bien les auriculogrammes rétrogrades, quand on n'a pas l'habitude, peut-être en V1, vous voyez qu'en V1, vous voyez une déflexion positive à la fin du QRS qui n'a rien à faire là. Ce patient n'a pas de bloc de branche, pourquoi a-t-il cela? Et on voit que quand on casse la tachycardie, eh bien justement, cette déflexion disparaît sur le dernier complexe. Donc il s'agissait bien d'une tachycardie slow fast avec une activation rapide de l'oreillette qui a disparu lorsqu'on retourne en rythme sinusal. C'est très important comme enregistrer les tachycardies lors de la réduction pour comprendre les mécanismes. Donc en voici un deuxième exemple, vous voyez une réentrée nodale, on voit bien l'onde P rétrograde là en D2, on la voit bien en V1, hein, elle est bien détachée du QRS, mais elle est à moins de 70 millisecondes, hein, donc cette onde P régulière à 200 par minute signe le diagnostic de train, hein, de tachycardie par réentrée intranodale de type slow fast. Alors en voici un autre exemple, mais cette fois-ci fast slow. Vous vous en doutiez, vous voyez que la réentrée se fait lentement, l'onde P rétrograde est très loin derrière le QRS, on dit que le RP est supérieur au PR, et ceci donc est très en faveur d'une tachycardie slow fast, donc une tachycardie par réentrée intranodale aussi. Ça peut être pris pour des tachycardies atriales, donc il faudra être prudent dans son affirmation. Chez ce patient, après dilthiazième, vous voyez qu'on a nettoyé complètement le tracé, que l'onde P devient antérograde, positive de type sinusal. En D2, c'est parfaitement visible. Donc on a vu deux types de mécanismes, et on va voir le dernier, c'est-à-dire le plus rare, l'utilisation d'un faisceau accessoire, mais dans le sens antérograde, c'est-à-dire depuis l'oreillette directement vers le ventricule, au travers du faisceau accessoire. On appelle ça des tachycardies antidromiques, hein, on voit à droite que c'est différent des tachycardies orthodromiques qui utilisent la voie nodoïcienne
À droite, la tachycardie antidromique donne des QRS très larges, très bizarres, qu'on prend pour des TV, et c'est logique, si on ne sait pas que le patient a une préexcitation ou un syndrome de Wolff-Parkinson-White, parce que ça ressemble vraiment à une TV, on excite d'abord le ventricule, les QRS sont bizarres, larges et rapides, voilà, la tolérance est en général bonne, c'est pas parce que les QRS sont bizarres que la tolérance est très très mauvaise, c'est une tachycardie régulière, c'est pas beaucoup plus dangereux qu'une tachycardie à QRS fin, c'est beaucoup plus impressionnant, mais le traitement, si on sait qu'il a une préexcitation, est le même. En voici un exemple, un homme de 30 ans qui faisait pour la première fois sa crise de tachycardie. Vous voyez que les QRS sont très rapides et très bizarres. Ils n'ont pas la tête d'un bloc de branche, on ne voit pas d'activité sinusale, donc c'est difficile de dire ce que c'est, mais quand on l'a cassé sur le tracé du bas, on a pu voir que ce patient avait une discrète préexcitation et que donc il s'agissait d'une tachycardie antidromique qui utilisait le faisceau accessoire pour activer le ventricule et donner la réentrée. Alors regardez bien, V3, V4, cette discrète préexcitation qui donne le diagnostic. Donc une fois qu'on a compris la classification des TSV, on comprend qu'il va falloir regarder attentivement les oreillettes et essayer de trouver une onde P sinusale, une fibrillation, un flotteur, des ondes P multiples de type TAF ou une onde P rétrograde pour la TJ, et puis s'il n'y a rien, on parlera de TSV. Ensuite, on regardera les QRS. Les QRS, eh bien, soit ils sont réguliers, soit ils sont irréguliers. Si l'irrégularité est totale, il s'agit d'une EFA. S'il s'agit d'une irrégularité, en fait, avec un codage mathématique, probablement il s'agit d'une conduction variable, mais pas anarchique. Donc, pas une EFA. Donc on regardera si les QRS sont fins, s'il existe un bloc de branche ou une préexcitation, on l'a vu. Souvent, s'il y a une FA, eh ben, c'est une préexcitation variable. Sinon, c'est une préexcitation de type TV et on pourra se faire être prudent pour l'identification du trouble du rythme. Toujours regarder tout le tracé, à savoir les ECG antérieurs, le mode de début, le mode de fin, est-ce que c'est paroxystique, est-ce que c'est continu, est-ce qu'il y a une extrasystole qui initie, est-ce qu'il y a une onde pérétrograde qui disparaît. Bref, il faudra regarder aussi la repolarisation pour le mécanisme de la TSV, est-ce qu'il y a une hypokaliémie, un infarctus, des troubles métaboliques, une ischémie, une hypertrophie ventriculaire, il faudra tout regarder. Donc en résumé, pour classer les TSV, il faudra tout d'abord chercher si le rythme est irrégulier, à gauche, vous le voyez. Sinon, rechercher si le rythme est régulier. Dans ces cas-là, on regardera le RP, est-ce qu'il est court ou est-ce qu'il est long. Enfin, vous pourrez regarder s'il y a des ondes de flotteur. Les ondes de flotteur permettent de classer le patient en flotteur auriculaire avec un bloc auriculo-ventriculaire fixe. En général, on l'a vu 2 sur 1. Voilà, je crois que vous avez à peu près tout mémorisé. J'espère que ce petit cours restera utile. Vous pourrez utiliser le site icardiogramme.com pour retrouver les définitions. Ici, vous voyez que j'ai sélectionné tachycardie supraventriculaire et que vous avez la classification et que si vous cliquez sur les liens, vous rentrerez dans le détail des classifications. Enfin, les références, elles sont importantes. En 2013, nous en avons 3 vraiment qui sont à lire. La téléchargeable, c'est celle de Blomström, qui a été écrite dans Circulation en 2003 et qui permet en plus de proposer les traitements. C'est long, tout est en anglais, mais c'est très bien fait. Voilà, je vous remercie.